Madame, Monsieur, geschätzte Damen und Herren, j'ai le plaisir d'ouvrir ce troisième point de presse depuis l'interdiction de l'enseignement présentiel dans nos écoles. C'est un point de presse qui aura deux parties bien distinctes. Nous aborderons d'abord la situation des élèves à besoins éducatifs particuliers qui soient scolarisés en institutions spécialisées, à l'école ordinaire ou encore dans des classes relais. La grande majorité de ces élèves et leurs enseignantes et enseignants sont eux aussi confrontés au défi de l'enseignement à distance. Puis nous céderons la place à trois membres du conseil de direction de la Haute École pédagogique de Fribourg, messieurs Lucas Lehmann, Michael Pick et Patrick Roy, qui vous présenteront notamment les adaptations rendues nécessaires pour la délivrance des diplômes de l'année académique 2019-2020. Wer sind diese Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf? Il s'agit d'élèves qui rencontrent des difficultés scolaires de tout ordre. Ils peuvent être atteints d'un trouble d'apprentissage, d'un trouble dys, la dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, mais aussi d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, d'un trouble du spectre de l'autisme, d'une déficience intellectuelle, d'une situation de handicap, ou qui soit allophone ou à haut potentiel. Bereits im üblichen regulären Unterricht gestaltet sich der Schulbesuch für die meisten dieser Schülerinnen und Schüler sehr oft als schwierig. In der gegenwärtigen Gesundheitskrise, die Fernunterricht erfordert, müssen diese Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren motivierten und spezialisierten Fachpersonen weitere neue Herausforderungen bewältigen. Et pour vous expliquer la situation et ces défis à relever, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui M. Stéphane Noël, chef du service de l'enseignement spécialisé des mesures d'aide, qui est accompagné de Mme Sandra Meyer, responsable pédagogique à Flos Carmeli, une institution spécialisée de Fribourg qui offre des prestations de logopédie, de psychologie et de psychomotricité. Mme Marianne Blaser, qui est coordinatrice pour les mesures de pédagogie spécialisées à l'école obligatoire, et Franziska Meyer, collaboratrice pédagogique dans le domaine des langues et en charge des élèves allophones. Toutes deux s'exprimeront auf Deutsch sur le thème des élèves à l'école ordinaire qui sont au bénéfice des mesures d'aide. Monsieur Jean-François Bouquet, chef de service adjoint du service de l'enseignement obligatoire de langue française, qui traitera le même sujet auf Französisch. Et enfin, M. Marc Arrigui, directeur des mesures de soutien aux établissements, mesure CED, qui présentera la situation des élèves scolarisés dans des classes relais dont il a la responsabilité. Permettez-moi, avant de leur passer la parole, un bref retour aussi sur la semaine qui vient de s'écouler et, je dirais, pour le point qui concerne notre collaboration avec l'organe cantonal de conduite, l'OCC. Nous constatons une légère augmentation du nombre d'enfants accueillis dans les écoles, c'est-à-dire l'accueil d'urgence pour les enfants des personnes dont l'activité est indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Et vous trouverez les chiffres dans le communiqué de presse. Die Schulen werden ihre Betreuungsaufgabe an den Werktagen und zu den üblichen Unterrichtszeiten so lange wie nötig weiterführen, auch während der Osterferien. Voici pour ces quelques mots d'introduction et je passe maintenant la parole à M. Stéphane Noël et à Mme Sandra Meyer pour la première partie. M. Noël, à vous la parole. Merci, Monsieur le Directeur. Pour commencer, je vais vous présenter une vue d'ensemble de ce qui se fait dans la pédagogie spécialisée dans les institutions de pédagogie spécialisée et ensuite je passerai la parole à Mme Meyer qui vous présentera plus précisément comment dans une institution type classe de langage, on s'organise pour faire de l'enseignement à distance pour des élèves avec des troubles du langage, avec ou sans comorbidité avec d'autres problématiques. En préambule, quelques chiffres. Les institutions de pédagogie spécialisée accueillent environ 850 élèves actuellement dans le canton de Fribourg et sur ces 850 élèves, une dizaine d'élèves sont accueillis chaque jour directement dans l'institution, dans les structures d'accueil d'urgence. En plus, une dizaine d'élèves sont accueillis également dans les internats scolaires où habituellement nous avons entre 50 et 60 élèves qui passent leur nuitée.
Ces 20 élèves accueillis font environ un pourcentage de, on va dire, 2%, ce qui est très faible au vu des différentes problématiques qu'ont les élèves de l'enseignement spécialisé. Les familles jouent vraiment le rôle de les garder à la maison et de les prendre en charge avec les moyens qu'ils ont à disposition chez eux. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que sur les élèves accueillis dans les structures d'accueil d'urgence, la moitié sont des enfants de familles dites prioritaires et l'autre moitié sont des enfants de familles qui n'ont peut-être pas les moyens de faire de l'enseignement à distance depuis chez eux directement, mais aussi sont face à des problématiques de handicap lourds à sévères. Et là, ça demande, on va dire, un accompagnement assez complexe et ces enfants donc viennent régulièrement en classe la journée. Mais comme je vous l'ai dit, le chiffre est vraiment très très faible. Au niveau de l'internat, pour les enfants qui sont régulièrement à l'internat, une partie sont des enfants placés par la justice de paix, donc ils ne peuvent pas rentrer à la maison, en gros la moitié, et l'autre moitié, là aussi, on retrouve des enfants en situation de handicap relativement important, et là aussi, l'institution doit les accueillir et ils ne peuvent pas forcément passer toute leur nuitée à la maison. On va dire que les institutions jouent aussi le rôle d'une sorte de décharge des familles. Pour ce qui concerne plutôt l'enseignement directement, qui est fait à distance, pour la pédagogie spécialisée, c'est un véritable défi, un défi de créativité. Comment enseigner à des enfants en situation de handicap à distance? Voici quelques exemples en fonction, on va dire, des différents handicaps. Je n'entrerai pas sur les classes de langage, Madame Meyer vous le présentera tout à l'heure plus en détail. Pour les enfants malentendants ou sourds, il a fallu rapidement se mettre en visioconférence. La langue des signes étant très importante, rapidement, l'institution qui gère cela au niveau du canton de Fribourg a développé avec les élèves des réunions en visioconférence pour pouvoir continuer un enseignement, on va dire, en lien avec ce qui se fait dans les classes au quotidien. Pour les classes d'enseignement spécialisé avec des élèves ayant une déficience intellectuelle, on va dire légère à modérée, c'est surtout au niveau du matériel qu'il a fallu être très créatif. Varier le matériel, mettre à disposition des familles, pas seulement des activités scolaires, mais aussi des jeux pédagogiques, mais aussi des jeux pour que les enfants puissent s'occuper dans le cadre familial. Donc, les parents ont pu aller chercher des jeux à l'école, les enseignants ont été les distribuer aussi dans les boîtes aux lettres, ont été distribués aussi le matériel pédagogique plus scolaire, on va dire des fiches ou des exercices. Énormément d'exercices scolaires ont été transmis aussi par la poste, quand c'était des fiches et autres. Et puis, bien entendu, grâce aux outils, on va dire, numériques, une partie des activités ont aussi pu être données, on va dire, comme on le voit de plus en plus, à travers les moyens techniques, que ce soit par mail, que ce soit par vidéo, que ce soit sur des sites Internet. Les plus grands défis ont été ou sont relevés par, on va dire, les enseignants qui prennent en charge des enfants en situation avec une déficience intellectuelle sévère, voire même un handicap mental profond. Donc ces enfants qui ont soit des handicaps physiques associés, des enfants qui ont peut-être un trouble du spectre de l'autisme, sont des enfants où l'enseignement à distance n'est quasiment pas possible. Le travail est principalement fait en guidance avec les familles. Donc, on va dire presque quotidiennement, on a des professionnels qui travaillent avec ces enfants normalement dans l'école, qui vont appeler les parents, qui vont travailler avec eux à distance, qui vont leur donner des outils, que faire peut-être, mais aussi comment occuper les enfants dans la journée, qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Il faut bien penser que dans ces enfants-là, il n'y a quasiment pas de travail qui se fait de manière autonome. Donc il faut tout le long les accompagner.
Et là, il a fallu vraiment relever des gros défis. Aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et par exemple, vous avez le groupe Autisme Fribourg qui a développé un site sur Facebook pour soutenir les familles de ces enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Là aussi, le groupe Autisme Fribourg est coaché, par exemple, par des professionnels pour que mettre à disposition des familles. Et encore ce matin, la responsable de Autisme Fribourg me disait, le défi, ce n'est pas seulement de les occuper maintenant ou les 2 premières semaines, mais le défi pour eux, c'est de tenir sur le long terme. Parce que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'un soutien quasiment continu dans la journée. Et pour les familles, ça demande énormément de présence, de ressources auprès de l'enfant. Et ils voient bien que dans leur organisation continue de la journée, de la semaine, les semaines à venir vont être complexes. Donc là, on a vraiment besoin que les professionnels des institutions, presque quotidiennement, soutiennent ces familles. Voilà, certains élèves bénéficient aussi de mesures thérapeutiques comme de la physiothérapie, de l'ergothérapie, en plus de ce qui peut se donner dans les institutions. Et là, Mme Meyer, on parlera de la logopédie, de la psychologie ou de la psychomotricité. Mais par exemple, les thérapeutes du domaine médical, comme la physio et l'ergothérapie, prennent aussi contact avec les enseignants de ces élèves pour voir comment combiner des activités au quotidien pour soutenir les familles, pour donner des activités qui font sens. Notamment, on voit des activités liées au quotidien d'une famille, faire de la cuisine, non? On va faire de la cuisine avec les enfants, on va proposer des recettes imagées avec pictogrammes. Et là, c'est l'ensemble, on va dire, tant les enseignants, tant les thérapeutes, mais aussi ces thérapeutes du monde médical qui vont mettre à disposition des familles des outils pour pouvoir, on va dire, faire des activités qui font sens pour les enfants. Travailler au quotidien avec ces enfants, c'est un défi pour les familles, c'est un défi pour les professionnels de donner des outils aux familles. Et comme je l'ai dit pour la cuisine, mais pour d'autres activités, énormément de liens sont faits avec ce qu'on trouve dans la maison, ce qu'on trouve dans le milieu familial. Voilà. D'un point de vue plus général, maintenant on va aller sur un exemple un peu plus concret, puis je vais passer pour ça la parole à Mme Meyer. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs points qui ont déjà été évoqués, mais en préambule, je voulais dire que moi, donc, je travaille dans les classes de Flos Carmélie, qui sont des classes qui accueillent des enfants qui ont des troubles du langage. Quand on dit troubles du langage, ça veut aussi dire troubles de la communication, avec parfois des difficultés qui concernent des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles associés en termes d'hyperactivité ou bien de troubles d'attention, de la dyspraxie. Donc tous ces troubles amènent des retards importants au niveau de l'acquisition des apprentissages scolaires. Et nous qui accueillons des enfants de 6 à 11 ans, ce sont des enfants qui étaient dans le circuit ordinaire, mais qui n'arrivent plus à suivre le circuit ordinaire avec les ressources mises en place. Et de ce fait, la classe de langage devient une mesure d'aide adaptée pour eux. La différence par rapport à l'ordinaire, c'est que dans nos classes, les enfants bénéficient de plusieurs thérapies, de la logopédie, de la psychomotricité et aussi de la psychologie. Alors certes, avec la crise sanitaire, il a fallu se réinventer pour poursuivre l'enseignement spécialisé et puis aussi l'accompagnement thérapeutique à la maison. Et puis le but pour nous, c'était vraiment de mettre en avant l'aspect humain. Alors on a décidé de mettre en place des priorités. Donc dans nos priorités, la première priorité, c'est pour nous le lien avec la famille. Certaines familles, pas toutes, mais certaines se sentent vraiment déstabilisées, parfois isolées, désécurisées. Et puis ça accentué encore avec la présence d'un enfant qui a des difficultés dans son développement et dans ses apprentissages. Alors nos professionnels à Flos Carmélie font preuve d'empathie. Il y a une prise en charge globale qui est faite. Et puis on analyse vraiment comment l'enfant vit cette situation à la maison et quelles difficultés les parents rencontrent avec ce manque de repères. Le deuxième point, c'est l'interdisciplinarité. Donc nous, on a, comme je disais, il y a de l'enseignement et aussi des thérapies. Donc même à distance, il faut que les enfants puissent bénéficier de cette interdisciplinarité.
quand en temps normal l'enfant a 4 à 5 thérapies par semaine, que ce soit de la psychologie, surtout il y a de la logopédie et parfois la psychomotricité, là maintenant avec cette crise sanitaire, eh bien il faut revoir toute la coordination, toute la collaboration pour ne pas surcharger les familles et puis quand même amener ce qu'on peut de ces thérapies à la maison. Les besoins en termes langagiers, alors on a mis dans les programmes de ce qu'on fait sur la semaine. En termes langagiers, certains enfants ont une activité logopédique qui se poursuit sur la semaine. Pour d'autres, par contre, dans un programme que je vous présenterai tout à l'heure, on peut voir qu'il est carrément dans le planning de l'enfant. Et puis ça permet d'avoir quand même sa thérapie, même si on ne peut pas la faire comme avant, vu qu'il n'y a pas le lien thérapeutique qui peut se faire. Donc la logopédiste, elle amène des jeux, des choses déjà expérimentées durant les thérapies. Il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Et puis c'est surtout de proposer à l'enfant d'utiliser déjà les outils qui ont été mis en place, par exemple des outils informatiques comme pour des enfants qui ont des difficultés à lire. Ils peuvent utiliser un programme informatique comme Prismogo où on scanne et ensuite ça lit à haute voix. Ou alors des petits outils, des caches pour ne pas sauter des lignes, pour les enfants qui ont tendance à sauter des lignes. En termes moteurs et sensoriels, le but c'est d'amener du mouvement dans la maison et de canaliser parfois aussi l'agitation motrice. Il y a 4 activités qui sont proposées par semaine aux familles, par des jeux, par des expériences sensorielles, qui utilisent peu ou pas de matériel, et puis qui permettent aussi des fois à toute la famille de faire l'activité, pas seulement l'enfant. Et puis éviter ainsi de passer trop de temps devant les écrans. Alors par exemple, une cabane avec des objets de la chambre de l'enfant à fabriquer. Et puis les psychologues de Flos-Carmélie, elles ont un contact régulier, une fois par semaine, voire 2, par téléphone, pour prendre des nouvelles, garder ce lien, et puis voir s'il y a des inquiétudes, pour contenir ces inquiétudes, faire de la guidance parentale. Le but est d'évaluer pour les psychologues la surcharge de travail, et puis de voir comment on peut faire pour que ça reste un contexte qui est serein pour les parents, tout en priorisant la santé et puis le bien-être affectif. Donc elle propose parfois un journal de bord où l'enfant peut écrire quelque chose pour ceux qui arrivent. Il y a aussi des envois postaux qui peuvent être faits où elle communique avec eux. Sinon, une autre priorité, c'était la différenciation et la communication. Donc on différencie en classe de langage par rapport aux besoins des enfants. C'est des programmes sur mesure. Et puis la communication aussi, elle est sur mesure en ce moment. Au départ, on a fait une sorte de brainstorming de tous les canaux de communication qui existent. Et puis au fil des jours, en fonction des familles et de leurs besoins, on réajuste. Donc on a utilisé WhatsApp, on fait un WhatsApp collectif pour la classe. Et ensuite, il y a aussi des WhatsApp individuels par enfant pour que l'enseignante puisse directement collaborer avec l'enfant, rendre des réponses, une petite vidéo pour une réponse à une question, etc. On a aussi des téléphones qu'on utilise, le moyen de communication par téléphone. On utilise aussi la poste. Ça, c'est aussi dans un souci d'équité. C'est-à-dire certaines familles n'ont pas d'ordinateur à la maison, ou pas d'imprimante qui fonctionne bien. Donc, si on fait uniquement par numérique, certaines familles sont prétéritées. Donc, on apporte dans les boîtes aux lettres toutes les fiches et tout le matériel nécessaire, y compris pour des petits bricolages, pour qu'il y ait une équité entre tous les enfants. Il y a aussi le mail qu'on peut utiliser pour communiquer avec les parents. Donc l'organisation du travail à la maison, elle était importante à mettre en place au départ, parce que nos élèves, souvent fragilisés, ils ont besoin de rituels, de beaucoup d'habitudes pour se sentir à l'aise. Et on a dû recréer ces repères. On a utilisé le même matériel qu'en classe pour essayer de faire une continuité. On a aussi structuré l'espace en demandant à l'enfant, par exemple, de choisir un coin et de nous montrer, de filmer en WhatsApp, tiens, où est-ce que tu travailles, de voir comment il s'organise, de fixer aussi des moments, des temps pour que ce soit structuré avec un calendrier. Et puis même sur le WhatsApp, quand l'enseignante elle démarre la journée, elle met des fois la petite sonnerie de l'école même pour dire voilà, la journée commence. Ça structure le temps, ça le rassure, ça donne une certaine continuité. Donc, je voulais montrer un exemple. Je ne sais pas si c'est possible de le mettre ou bien non, c'est pas possible. Donc,
Donc moi, j'ai montré un exemple que des enseignantes à Flos Carmélie ont fait, où on voit qu'une page correspond, l'enfant il reçoit une fiche, c'est le programme d'un jour, avec différents dessins pour que ce soit vraiment visuel, pour que ce soit compréhensible, même pour ceux qui ne lisent pas bien. Il y a des petites croix à faire quand l'activité est faite, c'est vraiment pour structurer, pour aider à l'organisation familiale. Et toutes les activités sont adaptées par rapport aux enfants, donc tous les enfants n'ont pas exactement le même programme. Et puis après, l'enfant, une fois qu'il a fait l'activité, parfois il donne des retours par WhatsApp, c'est-à-dire il fait une photo de sa fiche, et puis comme ça l'enseignante peut voir, ou des fois les documents sont renvoyés par la poste. En termes d'organisation du travail, il y a tous les domaines scolaires qui sont travaillés. Et puis les enseignantes essaient de faire que ce soit des tâches variées. Comme le disait M. Noël, il y a aussi des petites tâches qui peuvent se faire à la maison, comme aide ta maman à mettre la table. Il y a des petits messages. Pour les élèves de 4H, environ ça prend 150 minutes. Tout n'est pas obligatoire. Si l'enfant n'arrive pas à faire, c'est négocier avec l'enfant. Et puis en ce qui concerne le lien avec la famille, alors les enseignantes, elles mettent vraiment du coup, ces petits messages au début, à la fin, on a l'impression qu'il y a presque comme un échange. Et puis, l'enfant s'évaluer. Il y a des petites cases où c'est marqué « j'ai réussi à faire tout seul avec de l'aide ». Et puis, il y a aussi le regard des parents, comment ça s'est passé l'activité. Et ça me permet vraiment d'évaluer la surcharge de travail et de réguler chaque fois en fonction des besoins de chaque enfant. Et donc, l'interdisciplinarité dont on a besoin à Flos Carmélie, la logopédie et tout ça, toutes ces thérapies, donc on voit dans certains enfants ont des plages horaires. Le mardi matin, par exemple, on voit un petit logo où chaque enfant fait l'activité donnée par sa logopédie, ou la psychomotricienne a mis du yoga, par exemple, sur le mardi matin, ou la psychologue... mais la psychologue n'apparaît pas dans ce programme parce que justement, comme je le disais, elle fait par téléphone. Donc à Flos Carmélie, nous, actuellement, on a un enfant qui est accueilli dans les classes pour soulager les parents justement dans l'organisation dans la famille. Et puis on verra en fonction de l'évolution s'il y a d'autres demandes par rapport à d'autres enfants, s'il y a un besoin d'accueillir d'autres enfants dans les classes. En conclusion, moi je trouve que les retours des enseignantes que j'ai et des parents sont souvent très positifs et encourageants. Les apprentissages se poursuivent à un rythme qui est lent, bien évidemment plus adapté. On ne pourra pas faire exactement la même chose. Et puis, par contre, tous ces aspects thérapeutiques, logopédiques, psychologiques et psychomotricité sont un peu difficiles à appréhender dans ce contexte pour les enfants qui sont fragilisés, qui sont peu autonomes ou qui nécessitent un grand soutien, un soutien plus intensif. Dans cette situation d'enseignement à distance, c'est un obstacle. Voilà, merci. Merci bien. Je passe maintenant la parole à mesdames Marianne Blazer et Franziska Meyer qui vont présenter ce qui a été mis en place pour les élèves à besoins éducatifs particuliers et qui sont scolarisés à l'école obligatoire et la situation des élèves allophones. Madame Blazer. Herzlichen Dank, Herr Staatsrat. Vor 3 Wochen standen wir von einer Minute zur anderen vor einer großen, für uns noch völlig unbekannten Aufgabe. Wir mussten uns darüber klar werden, was Fernunterricht, guter Fernunterricht überhaupt bedeutet und wie die Schüler und Schülerinnen gemäß ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen darin unterstützt werden können. Heute, 3 Wochen später, können wir sagen, das Lernen geht auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderen schulischen Bedürfnissen weiter. Es ist aber, wie bereits erwähnt, eine große Herausforderung. Die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge oder die Förderklassenlehrperson, die im Präsenzunterricht eine wichtige Funktion für diese Schülerinnen und Schüler einnimmt, kann sie nicht mehr in der gleichen direkten Form unterstützen. Ich konnte während den letzten Wochen immer wieder mit schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aller Zyklen sprechen, mailen oder durfte einmal sogar im virtuellen Lerngespräch mit 3 Schülerinnen dabei sein. Die Lehrpersonen berichteten mir von ihren Erfahrungen und Herausforderungen in dieser besonderen Zeit.
Im ersten und zweiten Zyklus arbeiten sie auch im Fernunterricht mit den Klassenlehrpersonen zusammen. Sie sprechen sich ab und bereiten gemeinsam die Unterrichtsinhalte vor. Die Heilpädagogen passen wie im Präsenzunterricht die Aufträge an oder erstellen individuelle Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler. Diese Aufgaben unterscheiden sich je nach Zyklus. Im ersten Zyklus, besonders in der 1 und 2H, können dies Spielkisten, Bilderbücher, Bastelmaterialien, aber auch einfach Bleistift, Gummileim oder Farbstift sein, weil dieses Material daheim nicht vorhanden ist. Die schulische Heilpädagoginnen stellen das Material vor die Türe oder legen es ins Paketfach des Briefkastens. Sie stehen in Kontakt mit den Kindern und erkundigen sich nach ihrem Befinden. Aber auch die Kinder sind aktiv und schicken den Heilpädagoginnen Fotos aus ihrem Alltag daheim. In der 3 bis 11H unterstützen die Heilpädagoginnen und Förderklassenlehrpersonen das Lernen der Schülerinnen und Schüler mit angepassten Arbeitsprogrammen in den verschiedenen Fachbereichen. So wählen sie zum Beispiel Aufgabenformate aus, die den Schülern bekannt sind. Das unterstützt die Schülerinnen darin, diese Aufgaben möglichst selbstständig lösen zu können. Es kommt vor, dass die Schüler nicht auf die Unterstützung der Eltern zählen können. Die Aufträge werden in Papierform oder mit digitalen Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt. Dabei ist nicht selten die digitale Ausrüstung der Familie ein großes Problem. Teilweise haben Familien nur eine ungenügende Internetverbindung oder verfügen weder über einen Computer noch ein Tablet. In diesen Fällen leihen die Schule oder die Heilpädagogen den Schülerinnen und Schülern Geräte aus. Auch eine große Herausforderung ist das Einführen von neuem Unterrichtsstoff. Dies ist bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten im Fernunterricht nicht einfach. Da fehlt die direkte Erklärung oder das Handeln mit konkreten Materialien. Hier sind die Lehrpersonen gefordert, kreativ und innovativ zu sein. Sie geben Lernmaterialien mit nach Hause und führen den Unterrichtsstoff beispielsweise mit Erklärvideos ein. So erzählte mir ein Heilpädagoge, seine jüngere Kollegin habe ihm gezeigt, wie er mit dem Handy solche Erklärvideos aufnehmen könne. Er wiederum hat ihr als Dank ein verstellbares Holzgestell für eben diese Handyaufnahmen gezimmert. Eine schöne Kooperation in dieser einzigartigen Zeit. Das Wichtigste aber für die Schülerinnen und Schüler sei, das betonen alle, der persönliche Kontakt und die enge Lernbegleitung. Dies geschieht über E-Mail, Telefongespräche, Videoschaltungen oder auch am Gartenzaun und am Fenster. Die Schülerinnen und Schüler benötigen vertiefte Hilfe und Unterstützung beim Lösen der Aufgaben, beim Einteilen und Planen der verschiedenen Aufträge und bei der Gestaltung einer sinnvollen Tages- und Wochenstruktur. Gerade bei Jugendlichen sei die Motivation, selbstständig und in Eigenverantwortung zu lernen, nicht immer da. Da seien die täglichen Kontakte per Post, Telefon und Mail sehr hilfreich. Oft sind auch die Eltern bei dieser Lernbegleitung überfordert. Ich kenne Schulen, da betreiben die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine Hotline, um Eltern diesbezüglich konkret zu beraten. Wir kommen nun in eine weitere Etappe des Fernunterrichts. Auch uns, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Schulinspektorat und der Amtsleitung, liegt eine sorgfältige Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten gerade in dieser Zeit am Herzen. Es stehen jetzt, 3 Wochen später, viele nützliche Internetseiten und Materialien schweizweit zur Verfügung. Lehrmittelverlage schalten uns ihre Lehrmittel digital frei. Momentan können die Lehrpersonen Deutschfreiburgs in einer Online-Befragung ihre weiteren Bedürfnisse anmelden. Eine Arbeitsgruppe wird die Ergebnisse sichten und alles daran setzen, weiterhin sinnvolle und praktische Unterstützung für den Fernunterricht zu ermöglichen. Zum Schluss ein persönliches Wort. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mir viele berührende Geschichten über schöne Begegnungen, natürlich aus der Ferne, erzählt.
Eine Ferne, in der nicht selten eine unglaubliche Nähe zu den Schulkindern, Jugendlichen und deren Eltern entstehen konnte. Ich bin beeindruckt von den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, den Förderklassenlehrpersonen, beeindruckt vom Engagement, dem Ideenreichtum und der großen Bereitschaft, auch in dieser Zeit ihren Schülerinnen und Schülern tatkräftig beizustehen. Ich bin aber auch beeindruckt von den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern. Sie gehen gemeinsam mit ihren Lehrpersonen diesen unbekannten Weg. Meine Bewunderung gilt aber auch allen anderen Lehrpersonen und Schuldirektionen. Merci beaucoup. Merci. Ich werde etwas über die Begleitung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern sagen. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. In Deutsch-Freiburg haben wir die meisten DATS-Schüler, also DATS ist Deutsch als Zweitsprache, im ersten Zyklus. In der 1 und 2H besucht ungefähr jedes 4. Kind den DATS-Unterricht und über alle 11 Schuljahre gerechnet besucht ungefähr jedes 10. Kind den DATS-Unterricht. Diese Schülerinnen und Schüler werden auch in Zeiten des Fernunterrichts weiterhin unterstützt. Und wie diese Unterstützung aussieht, hängt vom Alter der Schüler, von den Sprachkompetenzen und auch der technischen Ausstattung ab. Denn gewisse Schüler haben, wie wir schon gehört haben, zum Beispiel nur Zugriff aufs Internet über das Natel oder über das Natel ihrer Eltern. Im 3. Zyklus ist es am einfachsten, den DATS-Fernunterricht ähnlich wie den DATS-Präsenzunterricht zu gestalten. Der Unterricht findet dann einfach per Videokonferenz statt, das hängt natürlich auch von der Gruppengröße ab und das Ganze geht einfach ein bisschen langsamer. Aber die Lehrmittel, die wir haben, eignen sich dazu gut, denn die Schülerinnen und Schüler können ganz viele Texte selber nachlesen und auch nachhören, was wichtig ist. Es gibt jedoch aber auch Schüler, die keine technische Ausstattung zu Hause haben und die können also nicht einem solchen Unterricht folgen. Da werden die Schüler dann über Mail oder klassisch via Post mit Arbeitsaufträgen versorgt und teilweise auch mehrmals täglich übers Telefon eng begleitet. Allgemein, das hat auch schon Marianne Blaser gesagt, wird auch bei uns auf Übungsformate gesetzt, welche die Schüler bereits aus dem Präsenzunterricht kennen. Das kann zum Beispiel ein Lesetagebuch sein, das sie bereits im Präsenzunterricht begonnen haben, oder ein ganz einfacher Auftrag, wie zum Beispiel die Gegenstände im Wohnzimmer auf Deutsch zu beschriften. Eine Schule hat zum Beispiel eine Webseite, auf der sie jeden Montag das Programm für die ganze Woche hochlädt. Und da gehören auch Ideen zur Sprachförderung dazu. Zum Beispiel ein Memory mit Ton und Bild, ein Osterhasenvers, eine Ostergeschichte zum Hören und dann weitererzählen, zum Beispiel den Eltern oder den Geschwistern, Rezepte und Bastelideen. Die DATS-Lehrpersonen auf allen Stufen unterstützen die Klassen- und Fachlehrpersonen. Sie erarbeiten teils auch Arbeitsaufträge für die ganze Klasse. So nehmen sie zum Beispiel per Video eine Geschichte auf, die sie erzählen, die dann alle Schüler zu Hause hören können. Die DATS-Lehrpersonen und die Klassenlehrpersonen sprechen sich auch ab, damit die Kinder insgesamt nicht zu viel Arbeit haben. Und nun zu den Herausforderungen, da haben wir einige. Allgemein kann man sagen, dass Herausforderungen, die wir vom Präsenzunterricht kennen, sich akzentuieren. Ganz naheliegend zum Beispiel Arbeitsaufträge sind einfacher im Präsenzunterricht zu verstehen, da die Kinder direkt nachfragen können. Auch wenn wir gute Lehrmittel haben, Applikationen, Internetseiten für die Spracharbeit, fehlt momentan doch das Sprachbad, dem die Schüler im Präsenzunterricht ausgesetzt sind. Und darum unser Appell an alle Eltern, wenn das Tablet läuft oder der Fernseher, dann doch bitte auf Deutsch. So hören die Kinder doch so oft als möglich die deutsche Sprache.
Integration findet über Kontakte mit Klassenkameraden, über den Schulalltag, über Freizeitaktivitäten statt. Und dies fällt momentan weg. Und besonders für neu zugezogene Schülerinnen und Schüler mit teilweise erschwerten familiären Umständen, teilweise sind sie den ganzen Tag alleine daheim oder sie müssen auf die Geschwister aufpassen, enge Wohnverhältnisse oder finanzielle Sorgen. Für diese Kinder ist die derzeitige Isolation sehr schwierig zu ertragen. Und gerade darum ist auch der regelmäßige Kontakt der Lehrperson zu diesen Schülern so wichtig. Gewisse Schüler sind froh, dass sie jemandem erzählen können, wie es ihnen geht oder was sie den ganzen Tag gemacht haben. Und ganz nebenbei ist dies auch eine Sprachübung für sie. Einige der DAT-Schülerinnen und Schüler kommen zudem aus bildungsfernem Elternhaus. Sie bekommen zu Hause weniger Unterstützung und auch Anregungen als andere Kinder. Chancengerechtigkeit zu Zeiten von Fernunterricht ist ganz klar erschwert. Die Kommunikation mit den Eltern ist aus sprachlichen Gründen nicht immer einfach, aber die Schulen versuchen, die Eltern zum Beispiel zu vernetzen. Da können sie in der Erstsprache Informationen oder Aufträge untereinander austauschen und klären. Es werden auch verschiedene Übersetzungstools genutzt. Trotz und gerade wegen all diesen Herausforderungen geben wir alles, um das Beste aus dieser Situation zu machen. Merci. Merci bien. Monsieur Jean-François Bouquet va présenter maintenant la situation sur cette thématique du côté francophone. Merci, Monsieur le Directeur. Je vais tout d'abord vous parler globalement de tous ces élèves à besoins particuliers, dont font partie ceux qui ont une mesure d'aide ordinaire, une mesure d'aide renforcée ou qui bénéficient de cours FLS. Ensuite, plus spécifiquement, un peu des élèves qui ont donc une mesure d'aide renforcée ou ordinaire. Et ensuite, du français langue seconde. Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, qu'ils rencontrent des difficultés scolaires, qu'ils soient atteints d'un trouble d'apprentissage, d'un trouble 10, d'un trouble de l'attention, avec ou sans l'hyperactivité, d'un trouble du spectre de l'autisme, d'une déficience intellectuelle, d'une situation de handicap, qu'ils soient allophones ou potentiels, ces élèves vivent une scolarité souvent semée d'embûches. Pour aider ces élèves scolarisés à l'école ordinaire, des enseignants de soutien les accompagnent durant la semaine, durant un certain nombre d'unités accordées en fonction des difficultés. Ces enseignants de soutien ont créé une relation de confiance avec leurs élèves. Ils sont également un interlocuteur privilégié des parents. Durant cette période d'enseignement à distance, cette complicité est renforcée, car ces élèves au parcours scolaire chaotique n'ont souvent pas les mêmes outils que leurs camarades pour affronter cette nouvelle situation. Dans l'instruction de l'enseignement à distance, il est clairement demandé aux enseignants de soutien d'entretenir cette relation particulière. Leur première mission consiste à maintenir ce lien ou à le recréer avec les parents en allant chercher les élèves dans sa famille. Tous les outils sont alors possibles pour cela, mais moyens technologiques permettant d'un contact visuel et auditif sont privilégiés. Et on a de la chance que la grande partie des élèves sont atteignables par ces moyens-là. Une fois le contact établi ou rétabli, l'enseignant de soutien s'attaque à l'enseignement à distance sur la base des projets pédagogiques, de programmes initialement adaptés, de projets particuliers en cours. L'enseignant propose des activités scolaires qui font sens aux élèves et qu'ils peuvent réaliser, si possible, de manière autonome, ce qui est effectivement un grand défi et une grande difficulté souvent. On imagine aisément la difficulté pour ces enfants de réaliser des activités scolaires à la maison alors qu'ils sont accompagnés pour le faire à l'école par leur enseignant spécialisé. Les enseignants doivent faire preuve de créativité, d'inventivité pour proposer des apprentissages à travers lesquels les élèves vivent des réussites. Car pour ces élèves, plus que tous les autres, la satisfaction est fondamentale pour le développement et pour leur confiance. Pour l'enseignement spécialisé, comme mentionné,
l'enseignant spécialisé est la personne de contact avec la famille. Il travaille en étroite collaboration avec le titulaire de classe. Il est en contact également avec psychologues, logos, etc. pour poursuivre cet accompagnement intense et important. Alors il est clair que la plus grande difficulté a été de adapter un programme déjà adapté pour qu'il soit adaptable dans l'enseignement à distance à la maison. Et le défi était effectivement énorme. Et c'est à quoi les enseignants spécialisés ont investi énormément de temps au début. Ensuite, la mise en œuvre pour entrer en contact avec les familles et pour trouver des appuis, des soutiens, en sachant que les parents ne sont pas ou n'ont pas le rôle de remplacer l'enseignant, et ensuite de suivre l'élève, de dispenser des cours à distance, d'être en contact régulier. Et après ces 2 premières semaines, les premiers retours effectivement nous parviennent, où on constate effectivement que l'enseignant spécialisé rassemble son groupe d'élèves qu'il a, rassemble des élèves individuellement, rassemble bien évidemment dans une vidéoconférence ou par téléphone pour avoir des retours sur, d'une part, l'apprentissage, des retours, d'autre part, sur le bien-être de l'élève, des retours pour voir comment l'élève se sent et pour construire et renforcer cette confiance qui est hautement importante. Du côté du CNOF, ceci concerne à peu près 7 à 8% sur l'ensemble de nos élèves. Ensuite, on constate aussi qu'il y a certaines difficultés qui sont présentes et d'autres qui sont accentuées. Ça signifie aussi que l'enseignant spécialisé qui investit énormément de créativité pour proposer des activités, comme ça a été mentionné aussi dans les institutions, comme ça a été mentionné également par les collègues du DOA, proposera peut-être des fois des activités qui ne sont pas réalisables à la maison et avec le retour doit les réadapter, les repenser. D'autre part, d'autres difficultés existent où la relation famille-école était déjà compliquée dans l'enseignement présentiel et le fait que maintenant l'enseignement est à distance, le contact est plus difficile et l'enseignement spécialisé n'arrive plus à atteindre tous ses objectifs, mais il fait tout pour maintenir le contact. D'où l'importance du contact régulier qu'on demande aux enseignants spécialisés, mais pas que à eux, d'avoir les parents régulièrement au bout du fil. Donc ça veut dire au-delà d'un contact mail ou un SMS, mais de pouvoir discuter, parler, écouter et construire. Pour l'enseignement spécialisé, ces contacts se font souvent plus d'une fois par semaine. Ça peut aller jusqu'à 2, 3 fois, même tous les jours au début, afin de pouvoir accompagner l'élève. Des situations qui nous sont remontées démontrent effectivement que durant la première semaine, surtout durant les 2 premiers jours, l'enseignant titulaire et l'enseignant spécialisé se sont mis à table, ont rediscuté les programmes et surtout fait attention à ne pas surcharger les élèves. Et c'est pour ça que dans notre instruction, il y a une fourchette de temps de travail qui est indiquée. Alors on pourrait s'imaginer que si le titulaire ou et l'enseignant spécialisé ne travaillent pas ensemble, on pourrait facilement avoir des travaux, des activités proposées aux élèves qui vont au-delà d'un temps raisonnable qui ne serait plus tout à fait réalisable par l'élève. Ensuite, il y a aussi certaines inquiétudes qui sont apparues, mais surtout chez les parents. Il y a les parents qui ont eu l'impression avec l'enseignement à distance que tout s'arrête du jour au lendemain. Ça signifie que l'élève ne verra plus son enseignante, l'élève ne va plus progresser, on ne va plus l'accompagner. Ou une autre situation où l'élève, avec des problèmes psychologiques assez graves, était en train de se stabiliser. Et c'est là aussi que les parents se manifestent et disent « mais que va-t-il se passer ?»
Dans les deux situations, 3 semaines après, on voit que l'intense contact qu'a eu l'enseignant spécialisé et le psychologue qui assure le suivi à distance, qui rassure et informe, font que finalement ces inquiétudes sont principalement du côté des parents et moins du côté des élèves qui retrouvent une routine. D'ailleurs, une maman qui était très déçue de l'enseignement à distance qui a été déclaré le 13, a tout de suite pris contact pour dire mais tout ce qui a été mis en place ne sera plus réalisable. Donc ça veut dire qu'il était dans de bonnes routines, que vous avez travaillé avec, etc. etc. Et aujourd'hui, cette maman envoie des photos à l'enseignement spécialisé pour lui montrer comment l'élève continue ses routines qui avaient été mises en place avec l'enseignement spécialisé. Donc, là, je le redis, c'est effectivement un travail où ces élèves-là, ces familles-là ont besoin davantage de contact avec leurs enseignants pour leur confiance et leur estime de soi. Les enseignants, certainement, parfois souvent, donc les enseignants spécialisés, mais aussi les autres, doivent souvent se rappeler de leur formation initiale et continue qu'ils ont eue, et auxquels des mots comme flexibilité, adaptation, anticipation et créativité leur résonnaient certainement dans les salles de cours, étaient répétés quotidiennement. Ben, effectivement, aujourd'hui, on constate, et ça je peux vous l'assurer, que tous les enseignants et nos enseignants du canton font appel à ces qualités-là pour effectivement mettre tous en pratique chaque jour. Voilà. Ceci est également valable pour le FLS. C'est comme ça que j'arrive à faire un lien avec l'enseignement spécialisé et les enseignants du français langue seconde. Pour le français langue seconde, le pendant du DATS, Deutsch als Zweitsprache, on rencontre bien évidemment les mêmes difficultés des deux côtés linguistiques. Il faut savoir qu'une langue s'apprend au contact avec d'autres personnes, en échangeant, en partageant des émotions, des sentiments, en jouant dans la cour d'école, mais aussi en téléphonant, en envoyant des messages, en utilisant tous les moyens de communication. Ceci pourrait actuellement faire défaut à une grande partie de nos élèves allophones. Environ 1500 élèves bénéficient chez nous du soutien de langue seconde, dont une toute petite minorité d'élèves qui sont non lecteurs et non scripteurs. Les situations sont très différentes les unes des autres pour des raisons linguistiques, mais aussi parfois pour des raisons culturelles. Une grande différence existe également entre les degrés, la date d'arrivée de ces familles et l'âge des enfants. Ces élèves sont en temps normal intégrés dans une classe et se retrouvent en petits groupes avec une enseignante selon leur niveau en langue de scolarisation et leur âge. C'est là que le défi se présente aux enseignants FLS de maintenir ce contact. Et le contact peut être maintenu, mais rencontre des difficultés au niveau de la langue avec l'élève, mais aussi et souvent avec les parents. Si globalement cette relation se passe bien entre école, donc enseignants, élèves et famille, on constate tout de même, surtout en 1 et 2H, que les enseignants doivent se montrer insistants pour garder ce contact-là. Il est plus facile avec l'âge des élèves avancés. Au cycle d'orientation, la coordination et le contact à établir entre l'enseignant FLS et plusieurs enseignants de discipline, donc plusieurs interlocuteurs, s'avère parfois complexe, mais pas insurmontable. La bonne collaboration entre les enseignants titulaires et FLS permet de cibler le soutien et les interventions de ces derniers sont soit en participant même à un cours à distance, soit en intervention individuelle. D'autre part, on constate aussi que l'enseignant qui participe à un cours est souvent encore un soutien pour l'enseignant de discipline ou le titulaire de classe pour aider l'élève allophone à comprendre des consignes, à réaliser ses tâches à la maison.
Par exemple, au CO, une enseignante voulait travailler avec la plateforme Educanet, donc il fallait se connecter au mail. Tous les élèves ont une adresse mail Educanet, tous les élèves connaissent en principe la procédure, mais l'impossibilité pour cet élève-là de comprendre sur l'interface comment se connecter, et c'est là que est intervenue l'enseignante FLS pour prendre l'élève à part, par téléphone, et faire toute la démarche. Donc cette complémentarité est essentielle. Un contact régulier et quotidien est préférable. Ça veut dire que pour le français langue seconde, on pourrait surcharger avec des exercices, et finalement, l'option qui a été prise presque par l'ensemble des enseignants d'FLS, c'est d'envoyer de courts, petits messages quotidiennement aux élèves avec des petites activités. Des petites activités peuvent être pour des élèves de 1, 2H, ils reçoivent sur le smartphone de leurs parents une petite comptine, une chanson, et ils doivent, au moment où ils sauront la répéter, ils l'auront apprise ou la chanter, s'enregistrer et renvoyer. Mais ça, ce sont des petites séquences de 1 à 2 minutes et pas plus, tout simplement pour éviter la surcharge. Il y a également des vidéos qui sont faites pour des gestes de la vie courante, se laver les mains, tout ce qui est aussi en fonction avec la crise qu'on vit actuellement, pour amener aussi culturellement ces points-là dans les familles. Voilà. L'enseignant FLS intervient également en soutien à l'élève pour réaliser des devoirs ou des tâches demandées par le titulaire. C'est ce que je viens de mentionner et c'est très important. Il y a peut-être aussi une chose qu'il ne faut pas négliger, mais qui est au départ une difficulté. Ça veut dire que lorsqu'on transmet du travail aux élèves en classe, on peut expliquer, on peut donner des compléments, on peut donner toutes les aides possibles, et de ce fait, il est très important que toutes les consignes soient simplifiées, il est très important que les consignes soient imagées pour que l'élève puisse les comprendre et puisse réaliser ses tâches. Une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que l'élève veut tout faire. Il veut faire ce que lui demande l'enseignant FLS, il veut réaliser toutes ses tâches, et souvent c'est également le parent qui souhaite effectivement que malgré les difficultés, on va dire, linguistiques qu'a l'élève, les tâches qui sont demandées dans le cadre de la classe, par le titulaire de classe, soient également réalisées par leur enfant. Et dans le dialogue et le contact avec les parents, on leur explique qu'il n'y a pas tout à faire et qu'il vaut mieux se tenir à un laps de temps de travail que de vouloir avoir leur enfant pendant 7-8 heures avec grande difficulté devant des tâches à réaliser. Voilà. Je vais terminer peut-être avec 3 mots qui me tiennent à cœur, essentiellement pour la réussite actuellement de notre quotidien scolaire. Et ce sont les mots collaboration, confiance et communication. Collaboration, parce que je crois qu'à tous les niveaux, que ce soit entre élèves, écoles, élèves, entre élèves, nous tous, il est très important qu'on se rende compte que dans cette période de distance sociale, on maintienne une bonne collaboration et surtout une bonne communication, et que ceci permette à tous ces élèves à besoins particuliers de construire, reconstruire et renforcer leur confiance. Merci bien, Monsieur Marc Arrigui, enfin, pour présenter la prise en charge qui a été imaginée pour les élèves scolarisés temporairement dans une classe relais. Monsieur Arrigui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur. Alors, en premier lieu, j'aimerais rappeler que les classes relais accueillent des élèves qui présentent d'importantes difficultés de comportement et que les écoles n'arrivent pas à gérer malgré la mise en œuvre de toute une série de mesures disponibles à l'interne de l'établissement. La durée de cette scolarisation, elle est habituellement limitée à 4 mois, renouvelable une fois pendant la durée de la scolarisation ou de la scolarité. Évidemment, les classes relais ont dû, comme toutes les écoles du canton, interdire l'enseignement présentiel à partir du 13 mars.
Au moment de cette interdiction, 20 élèves, donc 9 élèves primaires et 11 élèves du CO étaient scolarisés en classe relais. Après cette décision qui était bien évidemment totalement inédite, je dois avouer que nous nous sommes fait vraiment énormément de soucis pour nos élèves et pour le fait qu'ils n'allaient plus pouvoir bénéficier du soutien ou de l'encadrement particulier normalement offert par les classes relais en présentiel. Donc l'ensemble du personnel des classes relais, les éducateurs ou éducatrices spécialisées, les psychologues, les enseignants, les enseignantes, s'est mobilisé de façon tout à fait remarquable et assure depuis cette date, donc depuis le 16 mars, un suivi régulier des élèves et de leurs familles. Ainsi, les enseignants fournissent un travail scolaire adapté aux besoins des élèves et sont à disposition tous les jours de 9h30 à 11h30 pour proposer du soutien à distance. Ces enseignants, ces enseignantes évaluent en continu l'atteinte des objectifs d'apprentissage et les adaptent aux besoins. D'un point de vue éducatif maintenant, donc l'éducateur ou l'éducatrice de référence est en contact étroit avec l'élève et sa famille afin de proposer un accompagnement qui prend en compte toutes les difficultés exprimées tant par l'élève que par ses parents, que par sa famille. Bien évidemment des difficultés en termes d'organisation, de gestion du temps, de relations, etc. Les éducateurs et les éducatrices spécialisées font également le lien avec les autres services, les autres dispositifs qui sont impliqués dans ces différentes situations. Je pense là en particulier aux autorités de protection de l'enfant, au réseau fribourgeois de santé mentale, à la fondation Repère, via son programme Choice par exemple. Aujourd'hui, les retours d'information de mes équipes montrent qu'en général, les élèves des classes relais respectent bien les exigences de travail à distance qui sont mises en place et qui sont capables de réaliser les tâches demandées grâce notamment à l'investissement important du personnel enseignant. Je dois dire que c'est une bonne surprise. On ne s'attendait pas à ce que ça soit finalement aussi bien respecté par les élèves que nous encadrons, principalement par rapport à leur profil particulier. De plus, ce soutien qu'on propose à distance, tant au niveau scolaire qu'éducatif, comme je l'ai expliqué, eh bien, il est très apprécié en particulier par les parents. Donc les parents nous remercient à chaque fois de ces contacts que nous avons régulièrement avec eux. Cependant, tout n'est pas rose, et puis certains de ces parents, eh bien, ils relèvent se sentir très démunis face à certains agissements, face aux agissements de leurs enfants, et ils relèvent passablement de difficultés tant au niveau relationnel qu'organisationnel et au quotidien. Donc, par exemple, des élèves ou des enfants qui refusent d'effectuer le travail scolaire, le non-respect des règles à la maison, les sorties sans autorisation, etc. Tout cela engendre bien évidemment beaucoup de tensions et de conflits à l'intérieur du foyer familial et nécessite dans ces cas-là des contacts beaucoup plus réguliers, parfois même des contacts quotidiens entre les collaborateurs, les collaboratrices des classes relais et ces familles. En effet, dans ces cas vraiment très particuliers, pour nous, il est extrêmement important, au-delà du travail scolaire, de maintenir coûte que coûte le lien, de guider, de conseiller, de rassurer, de coacher. On veille également, dans ces cas vraiment problématiques, à transmettre régulièrement les informations utiles et nécessaires aux autorités de protection de l'enfant, donc je pense là au service de l'enfance et de la jeunesse et aux différentes justices de paix. Enfin, pour terminer, j'ajoute que, par souci de solidarité et en accord avec les services de l'enseignement obligatoire, que ce soit le CENOF ou le DOA, eh bien, il y a un certain nombre d'éducateurs et d'éducatrices des classes relais qui apportent un soutien ponctuel à différents foyers de la ville de Fribourg. Donc, je pense
par exemple à Transit, à Time Out, au foyer des Bonnes Fontaines, ces foyers qui sont bien évidemment en cette période très particulière, confrontés à de nombreux défis, en particulier au niveau de la gestion des ressources humaines, encadrer des élèves ou des enfants ou des jeunes qui d'habitude sont la journée à l'école et qui se retrouvent toute la journée au foyer, eh bien, il y a une nécessité d'avoir des forces éducatives à ce niveau-là, et nous avons, en concertation aussi avec la direction de ces différents foyers, décidé de mettre à disposition des forces éducatives ponctuellement pour ces foyers. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Avant de passer aux questions, encore une seule remarque. L'OCC a mis en place une nouvelle hotline pour répondre aux questions de la vie quotidienne. Le bon aiguillage est le suivant. Les élèves et les parents qui ont des questions d'ordre scolaire sollicitent bien sûr d'abord leur enseignante et enseignant titulaire de classe, l'enseignement spécialisé ou la direction d'école. Pour les autres difficultés qui pourraient apparaître ou qui pourraient survenir, je pense aux difficultés relationnelles, parents-enfants, ou à des problèmes de motivation ou d'anxiété, les répondants de la hotline vie quotidienne, la hotline vie quotidienne, sont évidemment à disposition au 026 552 60 00. Et c'est eux qui redirigeront, cas échéant, les familles concernées vers les unités spécialisées des services d'enseignement, notamment les collaborateurs et collaboratrices de l'unité mobile ou ceux des classes relais. Nous sommes maintenant à disposition pour les questions. Vous avez la parole. Vous m'excuserez de poser une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit au cours de l'heure écoulée. Simplement, la semaine passée, au même endroit et à la même heure, on nous parlait de l'introduction d'Office 365 des lundis passés. Je voulais savoir comment ça s'était passé, comment ça se passe dans les écoles, notamment comment ça se passe pour les élèves de l'école obligatoire qui, je crois, n'ont pas sur leur ordinateur la licence. Voilà, comment techniquement ça fonctionne. Alors d'abord, je précise qu'on n'a pas fait ça du jour au lendemain. On a pu le réaliser d'abord pour le secondaire 2, donc les enseignants et les élèves eux-mêmes, tandis que pour l'école obligatoire, ça ne visait que le lien Internet et de pouvoir déposer sur le cloud un certain nombre d'éléments. Et le CITEL a quand même besoin de quelques jours pour faire cela. Donc on est encore en train de le déployer et les choses ne sont pas complètement encore faites maintenant. Mais je n'ai pas de retour, en tout cas, de problème particulier, mais le timing tient quand même sur quelques jours, en tout cas une semaine et demie. Merci. Continue. Concrètement, dans le cas où les élèves n'ont pas ça sur leur machine, le lien est plutôt entre les enseignants entre eux, entre l'école entre eux. C'est juste au niveau technique, vraiment, pour bien comprendre. Oui, alors pour ce qui est du secondaire 2, c'est évidemment entre les enseignants, mais aussi avec tous les élèves qui ont l'entier de la suite Office 365. Donc là, il y a aussi tout le travail. Tandis que pour l'école obligatoire, là, c'est de pouvoir recevoir une information, d'aller chercher une documentation, de pouvoir la déposer. Et la suite entière ne sera déployée que plus tard dans l'année. En fait, on n'a pris qu'une partie de la suite pour l'école obligatoire pour avoir déjà quelque chose et avoir une possibilité de transmission numérisée d'un certain nombre de documents. Mais ça reste évidemment très limité. Est-ce qu'il y a des questions WhatsApp? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Maradon? Je suis désolé de squatter, mais juste encore une question tout à fait technique. Est-ce que l'usage de WhatsApp est autorisé à l'école obligatoire pour le lien justement pour la transmission d'informations également? Alors le principe non, mais exceptionnellement c'est possible. Mais je précise qu'on vit une situation exceptionnelle entière. Et on peut lire de ci, de là, de faire attention avec des moyens de communication. Par exemple Zoom, pour ne pas le citer. J'ai 2 enfants à l'université, elles sont tout le temps sur Zoom. Donc à quelque part, on utilise les moyens du bord. Et puis l'aspect des protections des données, l'aspect de la sphère privée doit être évidemment surveillé avec beaucoup d'attention. Mais dans l'immédiat, on n'a pas la possibilité non plus d'être parfaitement, je dirais, sécurisé en la matière. Donc on attire l'attention, on essaie de passer par des moyens meilleurs. Mais c'est possible aussi qu'on recourt à cela. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. Ich wünsche auch alle Schülerinnen und Schüler erholsame Ferien, auch wenn diese neu gestaltet werden müssen.
da die Empfehlung, zu Hause zu bleiben, weiterhin gilt. Aber zumindest sind die Schülerinnen und Schüler für die nächsten 2 Wochen von den offiziellen Schulpflichten befreit. Donc, bonnes vacances aux élèves, libérés de leurs obligations ces prochaines semaines, scolaires bien sûr. Et puis, je souhaite et j'invite les élèves du secondaire 2 qui se préparent, par exemple, à une maturité, à évidemment poursuivre leur préparation. Et là, des éléments sur les examens leur seront transmis plus tard. Et j'invite maintenant les représentants de la Haute École pédagogique de Fribourg, messieurs les doyens Lucas Lehmann, Michael Pick et Patrick Roy, à venir prendre les 3 places ici pour la présentation et les adaptations qui ont été rendues nécessaires pour la délivrance des diplômes de l'année académique 2019-2020. Je remercie tous les intervenants. Bonne suite de journée. Voilà, Monsieur Michael Pick, vous avez la parole pour cette présentation et je vous invite à passer cette parole à vos collègues directement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci Monsieur le Conseiller d'État. Geschätzte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass wir hier die Gelegenheit bekommen, uns an Sie zu richten. Corona-Krise, Innovationsmotor für die Pädagogische Hochschule. Die Corona-Krise birgt für die Pädagogische Hochschule ein großes Innovationspotenzial. Diese eher positive Sichtweise soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die aktuelle Krise auch für uns eine große Herausforderung ist. Sie löst Ängste und Ungewissheit aus und führt bei einigen unserer Mitarbeitenden und Studierenden zu belastenden oder gar tragischen Situationen in ihrer Familie oder ihrem Bekanntenkreis. Die Unterstützung dieser Personen hat für uns erste Priorität und wir sind sehr dankbar für die große erlebte Solidarität innerhalb unserer Institution. Erlauben Sie mir heute einen positiven Blick auf das Innovationspotenzial dieser Krise. Die Rahmenbedingungen für Innovation an der Pädagogischen Hochschule ermutigen und erlauben diesen Blick. Die Anstellungssicherheit ist gewährleistet. Die Pädagogische Hochschule ist nicht existenziell durch die Krise bedroht. Die Dozierenden, Studierenden und PH-Mitarbeitenden sind engagiert und kompetent. Das Management schenkt viel Vertrauen, gibt Freiheit mit gemeinsamer Gestaltung der erforderlichen Strukturen. Die technischen Voraussetzungen sind hervorragend und die Nutzung wird aktiv durch unsere kreative IT-Dienststelle gefördert. Unter diesen Voraussetzungen hat die Corona-Krise ein großes Innovationspotenzial für unsere Pädagogische Hochschule. Sie zwingt uns, seit einem Monat neue Wege zu beschreiten und Gewohntes und Bewährtes unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten. So gibt es keinen herkömmlichen Präsenzunterricht und keine gewohnten Weiterbildungskurse mehr. Wir sind gezwungen, das Lehr- und Lernsetting neu zu gestalten und unser Rollenverständnis zu hinterfragen. Regelungen und Weisungen werden ganz oder teilweise obsolet. So ergeben formale Vorgaben, die an die physische Präsenz gebunden sind, keinen Sinn mehr. Sensibel ist die Hinterfragung der Wichtigkeit und Notwendigkeit von Prüfungen im herkömmlichen Sinn. Auch ganz banale Gewohnheiten wie die Bereitstellung
umfangreicher Papierdokumente sowohl in der Lehre als auch in der Administration entfällt fast gänzlich. Die Corona-Krise ist ohne Zweifel eine Extremsituation, die uns nicht nur zur Innovation zwingt, sondern auch schonungslos Schwachstellen vom System vor Augen führt. So sind wir derzeit besonders in der Zusammenarbeit und Kommunikation gezwungen, neue Wege zu beschreiten und bewusst alle Betroffenen einzubeziehen. Wir nehmen wahr, wie verbreitet die Gewohnheit war, Diskussionen informell zu führen und daraus Entscheide abzuleiten. Im Hinblick auf die anstehende Akkreditierung der Pädagogischen Hochschule sind derartige Einsichten äußerst wertvoll. Damit uns an der Pädagogischen Hochschule gelingt, das Innovationspotenzial bestmöglich auszuschöpfen, müssen wir alle auch die Chance der aktuellen Krise nutzen und den Mut haben, Bewährtes post-Corona weiter zu verfolgen und Erfahrungen bewusst zu reflektieren. Eines ist sicher: Alle erwarten sehnlichst, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule dürfen. Die Corona-Krise wird den gesellschaftlichen Stellenwert unserer Schulen und des Lehrberufs nachhaltig ändern und auch hier zu einem Innovationsschub führen. Die Pädagogische Hochschule wird dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Ich gebe nun gern das Wort an meinen Kollegen Patrick Roy, der konkreter sagt, wie wir diese Unterstützung umsetzen. Merci beaucoup, Michael. Monsieur le Conseiller d'État, chers toutes, chers tous, cette semaine, j'ai demandé aux responsables des centres de documentation francophones et alémaniques de notre institution de réfléchir à la mise en place d'un service de documentation d'urgence afin de soutenir les enseignements dans la formation initiale en enseignement, mais aussi dans toutes les classes primaires de notre canton. Cette prestation extraordinaire sera offerte tout prochainement à nos formateurs institutionnels, à nos étudiants, ainsi qu'aux enseignants du primaire du canton. Tout en respectant avec grande précaution les mesures sanitaires dictées par l'Office fédéral de la santé, nos centres mettront à disposition des ressources pédagogiques, didactiques et scientifiques sur divers supports, physiques et en ligne, pour l'enseignement, la formation et la recherche. Il sera possible, par exemple, d'emprunter des ouvrages de référence pour se donner des idées sur la conception de séquences d'enseignement innovantes dans différentes didactiques disciplinaires. Il sera possible d'emprunter des mallettes pour l'apprentissage de la lecture ou encore des mallettes historiques. Ces ressources, nous les considérons essentielles pour assurer un enseignement de qualité dans les classes, d'autant plus que la crise du COVID perdure. Plus que jamais, à l'ère du numérique, il faut penser à des enseignements qui assurent le développement du plein potentiel des élèves et qui maintiennent, voire augmentent leur motivation. Et cela d'autant plus que l'enseignant n'est pas en présentiel. Nos collègues du CNOF l'ont mentionné à maintes reprises précédemment lorsqu'ils ont parlé entre autres des élèves à risque. Il faut penser à ces élèves lors de l'enseignement numérique. Quant aux modalités de ce service, elles seront communiquées sur la page institutionnelle de la HEP tout prochainement. Une infolette sera envoyée aussi par le CNOF. Soulignons aussi que depuis le début de la crise du COVID-19, notre atelier multimédia, en collaboration avec le service informatique, travaille intensément pour soutenir nos formateurs institutionnels dans la mise en place d'un enseignement du numérique de grande qualité. Il s'agit d'enseignements en mode asynchrone via des plateformes de communication comme Moodle ou OneDrive sur lesquelles les enseignants proposent des apports théoriques, des activités d'apprentissage stimulantes, des pistes de correction, etc. Il s'agit aussi d'enseignements via des capsules vidéo enregistrées au préalable par nos spécialistes de la thème, en collaboration avec les différents pédagogues de la HEP. Enfin, les enseignements se font aussi en mode synchrone via des online meetings
On parlait de l'Office 365 précédemment. La fonctionnalité Teams fonctionne très bien. Pour l'avoir essayé aussi lors des enseignements du master en Romandie et nos collègues qui utilisent cette fonctionnalité-là avec leurs étudiants. Nous avons créé la semaine passée une arborescence avec différentes structures, avec différents canaux de communication dans tous les secteurs de prestation de la HEP, dont dans le secteur de l'enseignement. Canaux de communication où les enseignants peuvent interagir avec les étudiants. Il ne faut quand même pas le cacher, le contexte est très difficile et très exigeant pour tous les acteurs éducatifs, mais constitue une opportunité inégalée pour l'innovation. Je tiens à remercier profondément notre équipe de collaborateurs dynamiques dans notre institution qui se donne corps et âme pour la préparation des cours à nos étudiants. Si on parle beaucoup de l'enseignement, il ne faut pas oublier qu'à la HEP, nous faisons aussi de la recherche et du développement. La recherche, pour l'instant, se situe à un autre rythme, surtout que les recherches à la HEP ont beaucoup de recueils de données sur le terrain. Ce n'est plus possible de faire les recueils dans les classes actuellement. Nos chercheurs se consacrent présentement à la rédaction de demandes de subventions, à l'écriture d'articles scientifiques, à l'organisation de manifestations scientifiques qui vont être prévues pour l'automne prochain. Un nombre important de manifestations scientifiques au niveau national et international ont été annulées. Plusieurs d'entre elles sont remises à partir de l'automne. Ce n'est qu'ici qu'un aperçu là, au niveau de la recherche. Enfin, j'aimerais terminer au niveau du conseil de direction en tant que doyen. Nous sommes également appelés à utiliser une large gamme d'outils de communication, comme jamais auparavant, pour avancer sur un nombre important de dossiers stratégiques. Je ne les mentionnerai pas tous ici, mais on peut parler de la mise en place de notre système de qualité pour assurer la bonne gestion de l'institution et qui posera les piliers nécessaires à l'accréditation de la HEP en 2022. Nous travaillons ces dossiers en ligne entre les collègues et avec les équipes de collaborateurs. La construction aussi d'une nouvelle planification stratégique à la HEP avec des objectifs qui permettront d'assurer une plus grande synergie entre nos secteurs de prestations et aussi l'implémentation de l'augmentation progressive de 50 étudiants annuellement pour les 3 prochaines années. À terme, nous aurons 600 étudiants francophones et alémaniques à la HEP. Cela nous permettra de combler les nombreux départs à la retraite au niveau cantonal. Je vous remercie beaucoup. Et je laisse la parole à mon collègue Lucas. Voilà, last but not least, la formation initiale. Ces derniers jours, nous avons pu rapidement progresser dans l'élaboration des mesures et des lignes directrices pour poursuivre au mieux la formation initiale des étudiants et étudiantes dans les circonstances actuelles. Ce lundi passé, si je ne me trompe pas de date, la direction de l'instruction publique, de la culture et du sport a édicté sur notre proposition des directives concernant la modification des évaluations certificatives à la HEP pour enfin aussi assurer la remise de diplômes à nos étudiants de la dernière année en 2020. Les directives constituent la base pour les informations envoyées aux responsables d'établissement via le CENOF et le DOA, ça a été fait, mais aussi la base pour toutes les autres mesures et informations envoyées aux étudiants et formateurs et formatrices de la HEP. Notre solution a été guidée par un double défi. Proposer une expérience théorique et pratique aux étudiants pour poursuivre les études et en même temps soutenir les écoles dans la situation actuelle surtout sans les charger encore plus que nécessaire. Des principes qui ont été à la base, c'était un planning sur une hypothèse que l'école restera fermée jusqu'à la fin d'année scolaire. Je souligne que ça reste une hypothèse de planning pour l'instant. Au moment que ça change, on est prêt à retourner au courant normal, bien sûr, ou à s'adapter aussi vite que possible.
Deuxième principe, c'était que le rattrapage à une date ultérieure de tout dispositif de formation ou d'examen n'est pas souhaitable. Il faut à chaque fois aussi planifier la phase post-Covid et pas la charger trop. Voilà, concrètement, ceci veut dire pour les étudiants de la troisième année et année finale, ils vont effectuer tous et toutes un stage final, mais sous une forme adaptée. Ils devront obligatoirement soutenir, et je souligne soutenir vraiment dans ce sens, les formateurs et formatrices de terrain dans leur travail, dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance, ou dans d'autres tâches. Ceci se fait dans la période de stage prévue au début mai à juin. La remise du travail de bachelor comme autre élément de certification finale, elle aura lieu comme prévu. Et la soutenance orale dont la conservation a également été demandée par les étudiants même. Ils se sont dit, on s'est préparé à cette tâche pendant une année, on veut bien la finir complètement et aller jusqu'à la fin. Elle se passera en ligne et se déroulera aussi dans les délais prévus. Par contre, l'examen pratique, un examen qui faisait aussi élément de la certification finale, normalement qui a lieu en présence, sur place, dans les écoles, il a été annulé. Le même régime est valable pour les étudiants de la première et de la deuxième année. Un stage de soutien est installé pour eux aussi, mais à titre facultatif. Tous les autres cours et validations se déroulent normalement sur le biais de l'enseignement à distance. Si des cours sont annulés, c'est les formateurs qui essayent de remplacer d'une manière ou d'une autre. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche à 95% des cas. Et puis la qualité dans l'enseignement normal et régulier ne devrait pas souffrir en trop. Les exemples que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, ils font preuve d'une grande souplesse des deux côtés, il faut le dire. Le travail à distance est des fois un défi non seulement pour les formateurs et les formatrices qui doivent le construire, mais aussi pour les étudiants qui sont à l'autre bout du câble ou de la caméra vidéo ou autre. Dernier mot encore, toutes les mesures prises se trouvent aussi sur notre site, si jamais on informe via le site au niveau institutionnel, mais aussi clairement via l'onglet formation initiale. Là, vous pouvez relire ce qui est actuellement décidé par la HEP. Voilà pour la formation initiale. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être pour l'augmentation des effectifs à la rentrée prochaine, est-ce que ça c'est remis en cause? Je parle là vraiment concrètement dans le sens où il y avait des nouveaux, enfin, il y a ces pavillons, j'imagine que ces pavillons ils doivent être, je ne sais pas, reliés au Wi-Fi, on doit avoir de l'eau chaude, de l'électricité, enfin vraiment, et puis au niveau des inscriptions également, est-ce que ça c'est remis en cause ou est-ce que ça suit malgré le virus? Voilà. Alors le chantier, il est toujours en cours. On est encore passé ce matin à la HEP, donc la construction suit ses cours, peut-être même mieux que dans une phase normale, vu que l'HEP est libre, donc ils ne sont pas perturbés par 300 étudiants et des formateurs qui tournent autour de leur machine. Donc oui, ça avance normalement, les inscriptions y rentrent. Là, je donne encore la parole à M. Lehmann pour des précisions concernant l'inscription. Voilà, les inscriptions, effectivement, on fait du courant normal à ce niveau-là. On fait tout pour qu'on puisse commencer avec ces 50 étudiants en plus à partir de fin août, début septembre 20. Il y avait des éléments à préciser encore entre nous et le secondaire 2 concernant la fin ou la remise de diplôme au niveau secondaire 1. Par contre, nous, on a déjà annoncé sur notre site que pour l'instant, l'inscription, la phase d'inscription reste ouverte de toute manière jusqu'au 31 mai comme prévu. Et puis que pour l'instant, on accepte toute inscription, même si la dernière semaine, là, ça s'est précisé hier, si je ne me trompe pas, message de la CDIP, comment ils comptaient de finir
finir cette année au niveau secondaire 2. Nous, on est ouvert dans ce sens, ouvert aussi à proposer des solutions, à accepter les inscriptions, même si les élèves ou futurs étudiants ne sachent pas encore à définitif comment ils vont terminer leur année. Mais en tout cas, ça reste ouvert et puis ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je profite pour une dernière question. Je vois le mot intérim sur vos petites fiches. Est-ce que voilà, ça retarde l'engagement d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur? Si je peux me permettre, avant de plus simplement, vous savez que cet intérim, on l'a présenté comme allant durer entre une année et demie. Donc sous cet angle-là, j'espère bien que d'ici une année et demie ou une année, le coronavirus sera un mauvais souvenir, qu'on aura eu un vaccin, que toute la population aura été immunisée. Évidemment que sous cet angle de ce cadre-là, ça ne change absolument rien à la manière dont les choses sont empoignées et conduites maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite. Merci à vous.